Salut à toi et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le chapitre du chômage. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que deux grands types de chômage coexistaient. On avait d'un côté un chômage qui pouvait être conjoncturel et de l'autre un chômage qui pouvait être structurel. Après avoir étudié les causes de chacun d'eux, il est maintenant temps de savoir ce qu'il est possible de faire pour lutter contre. Car oui, selon le type de chômage que l'on va rencontrer, les politiques de lutte seront différentes. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment lutter contre le chômage dit conjoncturel. Dit autrement, nous allons voir quelles politiques peuvent être mises en place pour le combattre. Alors, souviens-toi, pour l'économiste Keynes, le chômage conjoncturel provient d'une insuffisance de la demande globale anticipée. En gros, les entreprises vont anticiper une baisse de la demande globale à cause d'un ralentissement de l'activité économique. Elles vont donc produire moins, embaucher moins, voire licencier des employés, source de chômage. Ainsi, toujours selon Keynes, il faudrait agir sur les 4 composantes de la demande globale afin de relancer l'économie, c'est-à-dire relancer la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les exportations vers le reste du monde et relancer les dépenses publiques. Comme ça, si la demande globale augmente, les entreprises seraient incitées à produire plus et donc à embaucher davantage. Pour ce faire, Keynes préconise de mener ce que l'on appelle des politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale, c'est-à-dire des politiques conjoncturelles qui vont stimuler la demande à court et moyen terme. On divise ces politiques en deux catégories, la politique monétaire expansionniste et la politique budgétaire expansionniste. Nous allons donc voir comment sont menées chacune de ces politiques et de quelle façon elles permettent de lutter contre le chômage conjoncturel. Et on va commencer par voir la politique monétaire expansionniste. La politique monétaire expansionniste est mise en œuvre par la banque centrale d'un pays. La banque centrale, c'est en gros la banque des banques. L'objectif de cette politique est de faciliter la création de monnaie afin de stimuler la demande globale et par conséquent relancer la croissance économique à court terme tout en luttant contre le chômage. Mais comment ça fonctionne exactement? Alors le processus débute avec la baisse des taux d'intérêt directeurs par la banque centrale. Ces taux sont essentiels car ils déterminent le coût auquel les banques commerciales comme la Société Générale, la BNP Paribas, etc. peuvent emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. Lorsque ces taux directeurs baissent, les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent moins cher, ce qui les incite à réduire les taux d'intérêt qu'elles proposent à leurs clients, donc les entreprises ou les ménages. Avec des taux d'intérêt plus bas, emprunter devient moins cher. Pour les ménages, cela signifie qu'il est plus facile de contracter des prêts pour des achats importants comme une voiture ou un logement. Cette augmentation de la capacité d'emprunt stimule la consommation, ce qui, à son tour, pousse les entreprises à augmenter leur production et potentiellement à embaucher plus de personnel. Du côté des entreprises, une baisse des taux d'intérêt rend les investissements plus attrayants. Que ce soit pour l'achat de nouvelles machines, l'expansion de l'entreprise ou l'innovation, des coûts d'emprunt plus faibles encouragent les entreprises à investir davantage. Ces investissements ne se traduisent pas seulement par une augmentation de la capacité de production, ils stimulent également la demande dans les secteurs tels que la construction, l'immobilier, ce qui conduit à la création d'emplois. Ainsi, par le biais des taux d'intérêt directeurs, la Banque centrale a le pouvoir de relancer la demande globale, encourageant ainsi les entreprises à produire davantage et à embaucher. C'est donc par ce mécanisme que la politique monétaire expansionniste permet de lutter contre le chômage conjoncturel. C'est par exemple ce qu'a fait la Fed, la Banque centrale des États-Unis, lors de la crise financière de 2008. En un an, son taux directeur a baissé de 4,25 points, passant de 4,5% en décembre 2007 à 0,25% en décembre 2008. Le but était de relancer l'activité économique des États-Unis qui connaissait une récession importante. Passons maintenant à la deuxième politique qui peut être utilisée pour lutter contre ce chômage, la politique budgétaire expansionniste. La politique budgétaire expansionniste est un ensemble de mesures prises par l'État qui vise à stimuler les différentes composantes de la demande globale en jouant sur son budget. Donc soit par l'augmentation des dépenses publiques, soit par la réduction des prélèvements obligatoires ou une combinaison des deux. Ces mesures visent à relancer la croissance économique à court terme et à combattre le chômage. Mais alors, comment ? Une des façons dont l'État peut stimuler la demande, c'est à travers des politiques de soutien à la consommation. Ce sont des politiques sociales visant à augmenter le revenu disponible des ménages
en particulier ceux ayant les revenus les plus faibles. Alors pourquoi ceux ayant les revenus les plus faibles? Car dans une perspective keynésienne, plus le revenu des individus est faible, plus ils ont tendance à consommer une part importante du revenu supplémentaire qu'ils reçoivent. Dans un langage plus technique, on dit que les pauvres ont la plus forte propension à consommer. Par conséquent, augmenter leur pouvoir d'achat peut avoir un impact significatif sur la demande globale. C'est par exemple ce qu'a fait l'État français en 2020 avec sa politique du quoi qu'il en coûte, où plusieurs aides exceptionnelles ont été versées aux foyers les plus modestes. Toujours dans le cadre d'une politique de soutien à la consommation, l'État peut aussi baisser la fiscalité, notamment l'impôt sur les revenus, afin de favoriser les ménages qui ont des revenus faibles ou moyens en augmentant leur pouvoir d'achat. Car oui, moins tu payes d'impôts, plus tu auras d'argent pour consommer. Ensuite, la deuxième façon dont l'État peut stimuler la demande, c'est à travers des politiques de soutien à l'investissement. Ces politiques visent à soutenir directement l'investissement, soit en facilitant l'investissement privé, soit en réalisant lui-même des investissements. Par exemple, lorsque l'État investit dans des infrastructures, cela génère une demande directe pour les entreprises du secteur concerné, comme le BTP, les obligeant ainsi à embaucher et augmentant par conséquent le revenu disponible des ménages qui, à leur tour, stimulent la consommation. Cela va créer un cercle vertueux où l'investissement public entraîne une augmentation de la production, de l'emploi et finalement de la demande globale. C'est par exemple ce qu'a fait Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique en 2020. Il avait lancé un grand plan de relance fondé sur la construction d'infrastructures pour soutenir l'économie britannique durement affectée par la pandémie de Covid-19. Ainsi, la politique budgétaire expansionniste permet d'agir directement sur les leviers de la demande globale. En augmentant les dépenses, l'État peut stimuler la demande de biens et de services, poussant les entreprises à accroître leur production et par extension à embaucher plus. De même, en réduisant les prélèvements obligatoires, elle laisse plus de revenus disponibles aux ménages et aux entreprises, favorisant ainsi la consommation et l'investissement. Il relance donc l'activité économique par la demande globale et de fait combat le chômage conjoncturel. Les politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale sont donc une première façon de lutter contre le chômage conjoncturel. Cependant, les institutions comme le SMIC et les règles de protection de l'emploi ont aussi un rôle à jouer. Mais en effet, malgré leur effet négatif source de chômage structurel, elles ont aussi des effets positifs qui peuvent atténuer l'impact du chômage conjoncturel. Mais alors, comment? Tout d'abord, les règles de protection de l'emploi, en limitant les licenciements arbitraires, contribuent directement à atténuer l'impact du chômage conjoncturel. En rendant les licenciements plus coûteux et complexes, ces règles incitent les entreprises à chercher des alternatives aux réductions d'effectifs, ce qui réduit le chômage. De la même façon, la mise en place de contrats de travail stables comme les CDI, donc les contrats à durée indéterminée, offre une sécurité d'emploi aux salariés. Cette stabilité, en plus de rassurer les travailleurs, a également un impact direct sur l'économie. En effet, des salariés en CDI sont plus enclins à consommer et à contracter des crédits pour des projets de long terme, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, ce qui contribue à stimuler la demande globale et à limiter le chômage conjoncturel. Ensuite, des cotisations sociales élevées, qui sont souvent perçues comme un fardeau pour les entreprises et les salariés, financent en réalité des prestations sociales essentielles en cas de chômage. En effet, en garantissant une compensation de la perte de revenus du travail, ces prestations permettent de maintenir un niveau de consommation, donc de demande vitale pour les entreprises. Cela évite une spirale négative où chômage rime avec baisse de la consommation, à son tour entraîne une baisse de la production et donc encore plus de chômage. Les systèmes d'indemnisation du chômage en France ou en Allemagne, par exemple, soutiennent non seulement la consommation des individus, mais stabilisent également l'économie en préservant la demande. Enfin, et comme les prestations sociales, la garantie d'un salaire minimum comme le SMIC joue un rôle important dans la lutte contre le chômage conjoncturel en assurant un niveau minimal de consommation. Le salaire minimum n'est pas seulement un outil de lutte contre la pauvreté. En effet, en assurant un revenu minimum aux travailleurs, le SMIC permet de maintenir une consommation stable même en période de récession. De plus, et on l'a vu plus tôt, les travailleurs au SMIC ont une propension à consommer plus élevée que les personnes aisées. Cela assure donc à son tour un niveau minimal de consommation
aux entreprises qui peuvent continuer à produire. C'est ce qu'a montré une étude réalisée dans le secteur des fast-foods au New Jersey, où loin de détruire des emplois, l'augmentation du salaire minimum pouvait stimuler la demande et donc soutenir l'emploi. Ainsi, en garantissant des contrats de travail stables, en offrant une protection contre les licenciements arbitraires et en soutenant le pouvoir d'achat via des prestations sociales et un salaire minimum, les institutions contribuent à maintenir et à stimuler la demande globale et à lutter donc contre le chômage conjoncturel. Donc si on résume, il est possible de lutter contre le chômage conjoncturel de deux façons. Soit en menant des politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale, avec d'une part la politique monétaire expansionniste et d'autre part la politique budgétaire, ou bien en utilisant des institutions telles que le SMIC et les règles de protection d'emploi afin de protéger les emplois contre le risque de chômage. Maintenant, qu'en est-il pour le chômage structurel? On le verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner comme d'habitude, et moi je te dis à tout de suite.